Notre histoire commence bien avant l'histoire de base. Notre histoire commence avec Kristen White, encore enfant. Celle-ci est accompagnée de ses parents et va prendre l'avion pour la première fois de sa vie. Kristen est terrifiée, n'osant pas ouvrir les yeux. Mais grâce à sa mère, elle finit par les ouvrir. Et ce qu'elle vit va changer sa vie. Elle vit le ciel, qui était magnifique, mais inaccessible. À 6000 mètres d'altitude se trouve une barrière qui enveloppe la planète appelée le Starpod. Pendant longtemps, personne n'a jamais remis en question le mystère de ce ciel, ni la véritable nature de cette barrière, jusqu'à ce que Kristen White décide d'en faire l'objectif de sa vie, poursuivre l'héritage de ses parents et découvrir la vérité sur ce ciel. Un mois après Dorothée Vision, sur ordre de Kristen, qui est devenue fondatrice de RINLAB, avec Saria, qui est la cofondatrice, Justin Fitzroy Jr. vient libérer Logan Williams sous caution d'une prison à la capitale de Columbia. Logan Williams est connu pour ses expériences immorales. C'est par exemple lui qui a fait des expériences sur l'opérateur Rosemontis. Kristen prépare un projet mystérieux et a besoin de Logan en personne. Pendant ce temps, Ferdinand, pourtant déclaré disparu / mort, est accompagné de Blake. Il est en contact avec lui pendant Dorothée Vision. Il collabore à nouveau avec le département de la défense de Columbia. On y apprend que Kristen collabore avec l'armée pour créer une nouvelle arme capable de rivaliser avec Victoria. Ce projet s'appelle Horizon Arc. 2 semaines avant que le projet touche à sa fin, Kristen disparaît avec les données de ce projet. L'armée soupçonne Kristen de trahison et de vouloir utiliser cette arme contre Columbia. Le département de la défense prévoyait initialement de déclarer la loi martiale pour enquêter, mais Ferdinand a négocié avec Blake pour résoudre le problème discrètement. D'autant plus que la présence du vice-président rend impossible une intervention militaire ouverte. Curieusement, Ferdinand agit moins pour son propre intérêt que pour protéger la réputation de RINLAB. Moelzis, de son côté, se dirige vers le bureau de Kristen à RINLAB, mais tombe sur Oloyak. Un combat a lieu entre elles, mais s'arrête assez vite. Moelzis, comprenant que Oloyak sait quelque chose sur Kristen, et la laisse partir, étrangement, sans la poursuivre. Voyons un homme robotique, Tin Man. Un détective et président de l'association historique de Mylander. Celui-ci attend qu'elle cite. Elle finit par arriver accompagnée de Ifrit et Rosemontis. Elles viennent aider dans les affaires de RINLAB car cette situation de Kristen menace la sécurité nationale. Un peu plus tard, nous voyons Oloyak attendre un événement lié à l'expérience de Kristen. Un test en vol pour le Hammer. Une structure volante s'écrase dans une usine du district 13 de la ville. Oloyak s'approche rapidement de la structure pour s'emparer d'un objet noir qu'il contient. Le docteur, lui, dort dans une chambre d'hôtel, avant d'être réveillé par Mumu, qui est l'abréviation de Musis, qui lui annonce la nouvelle concernant le district 13. Elle pense que cela a un lien avec Kristen et suggère que Saria et le docteur devraient enquêter. Mumu, qui s'avérait être un clone, disparaît ensuite en entendant des gens entrer dans la pièce. C'est Calcita, accompagné de Rosemontis et Ifrit. Mais le docteur n'est pas content que Rosemontis soit venu. Mais celle-ci explique que c'est son propre choix, car Mécanis n'est pas là et que Elena et Phthilosis sont déjà partis. Les autorités ont bloqué le district 13 après l'incident, mais Saria et Tin Man arrivent quand même à rentrer grâce à une autorisation spéciale. À cause de l'incident, plusieurs émetteurs et matériaux expérimentaux ont disparu. Dorothy demande à Silence d'enquêter là-dessus. Silence, croyant trouver des réponses dans le district, repère un émetteur manquant, grâce à un autre émetteur donné par Dorothy. En suivant sa piste, elle arrive près des ruines de l'usine où la structure volante s'est écrasée et aperçoit Saria et Tin Man au loin. À ce moment, Tin Man explique à Saria le projet Horizon Arc et l'implication de Kristen. Kristen a proposé à Columbia de construire une structure volante appelée Hammer, qui atteindrait les limites d'altitude de Terra pour absorber d'énormes quantités d'énergie d'une installation au sol appelée The Shaft. Cette énergie serait ensuite dirigée comme un faisceau laser vers n'importe quelle cible sur Terra. Saria, entendant cela, pense que le but de Kristen serait d'utiliser cette arme pour détruire Starpod et voyager dans l'espace. Pendant ce temps, Silence est arrêté par une patrouille militaire, mais Shara Wilson, directeur de Rin Asher, la sort de la situation et invite Silence à l'attendre chez elle, ce qu'elle fait. Après le départ de Silence, Sarah rencontre Tin Man en privé.
Au fil de leur conversation, et plus tard dans l'histoire, on découvre que Jara travaillait autrefois pour Mailander, afin de surveiller Rinlab, et plus précisément Kristen, de l'intérieur. Tin Man se méfie de Jara, suspectant qu'après des années chez Rinlab, elle soutienne Kristen plus que Columbia. Jara évite de donner une réponse concrète, et les deux se séparent. Pendant ce temps, Oloiak arrive dans The Shaft, une partie du projet Horizon 1 qui accumule de l'énergie pour le Hammer, comme dit précédemment. Elle rencontre Nasty, directrice de l'ingénierie de Rin. Celle-ci travaillait avec Kristen. Oloiak lui remet la boîte noire. Un peu plus tard, Nasty se rend dans la cachette de Kristen pour lui transmettre les données du vol d'essai. On apprend que les émetteurs sont utilisés pour le projet de Kristen, qui progresse bien malgré un problème énergétique majeur. Une quantité inimaginable d'énergie est nécessaire pour réussir. Kristen assure à Nasty qu'elle s'en occupera, mais Nasty lui rappelle de tenir sa promesse avant de risquer sa vie. Le groupe de docteurs, lui, est dans la cachette de Saria. Tin Man, Saria et Cal discutent de comment Kristen aurait assez d'énergie pour son plan. The Shaft est sous contrôle militaire, et détruire le Starpod nécessiterait plus d'énergie que toute la ville pourrait fournir. Cal trouve un indice dans les archives. Cet indice est directement approuvé par Kristen. Leur récent projet d'exploration semble se dérouler précisément à Tiermont. Avant qu'ils ne puissent poursuivre, ils sont attaqués par des armures mécanisées sans pilote. Ces armures arrivent à détruire plusieurs données des archives. Ceci semble être une tentative d'empêcher de trouver Kristen. Malgré tout, le groupe continue l'enquête. Cal pense avoir une idée sur le noyau énergétique et décide de l'investiguer. Tandis que Saria se rend à Rin HQ pour chercher plus de données. Le docteur Ifrit et Rosmantis restent sur place en attendant. Conrad Jackson, vice-président de Columbia, visite Rinlab dans le cadre d'une campagne électorale. Malgré la tension ambiante, bien que sa sécurité soit renforcée, le danger persiste. Le département de la défense, DoD, en désaccord avec le gouvernement fédéral, voit en lui une menace potentielle pour le projet Horizon Arc. Craignant qu'il ne diminue l'influence de l'armée, Blake, un officier du DoD, organise une tentative d'assassinat en aspergeant Jackson de liquide acide. Mais celle-ci est déjouée par les agents de Mailander, le gang du docteur et même Ferdinand, qui lui envoie des armures assistées pour protéger la réputation de Rinlab. En dernier recours, les soldats sabotent des pipelines d'originium liquéfiés, mais échouent grâce aux informations de Jara. Le vice-président échappe sain et sauf à cette série d'attaques, évitant une répétition de l'incident du Triton. De leur côté, Silence et Saria se retrouvent enfin. Silence exprime sa rancune envers Saria pour son rôle ambigu dans les récents événements. Cependant, avant que Saria ne puisse se justifier, un sniper de l'armée lui tire dessus, la blessant gravement à la tête et la plongeant dans l'inconscient. Silence et Ifrit parviennent tout de même à sauver Saria et fuient la zone. Dans une ruelle sombre, Tin Man se rend au point de rendez-vous pour retrouver Saria et les autres, après leur échec de l'assassinat. Cependant, il est intercepté par Oloiak qui déclare publiquement sa désertion de Mailander. Avec l'aide de Nasty Landry, Oloiak piège Tin Man. Nasty utilise ses arts oraux de Banshee pour immobiliser Tin Man avant de le brûler, ne laissant que son corps cybernétique. Oloiak, débarrassé de son aîné, peut désormais se concentrer sur sa manipulation du vice-président et stopper l'avancée des soldats. Blake et ses soldats, rongés par leur échec, furent déstabilisés alors que Ferdinand comptait manipuler Jara pour localiser Kristen grâce à Mailander. Silence intervint et sauve comme hub en implantant les transmetteurs en elle-même. Ceci permettra de suivre sa piste jusqu'à la cachette de Kristen, située dans une immense décharge urbaine équipée de détecteurs anti-art. Là, des canalisations d'eau usée siphonnaient l'énergie du shaft contrôlé par l'armée vers le Hammer. Alors que les soldats approchaient de la décharge, Oloiak créa des tornades avec ses arts pour les retarder. Malgré les efforts de Saria qui élimina Oloiak pour atteindre le Hammer, elle arriva trop tard pour empêcher son lancement. Toutefois, Saria et Silence se retrouvèrent brièvement et décidèrent de poursuivre leur quête de vérité, résolue à survivre au chaos. Dans les souterrains menant au Hammer, le docteur Mulsis et Romantir furent stoppés par Loken. Celui-ci confessa son rôle dans la transformation de Rosmantis en une machine de guerre sous la pression de l'armée. Malgré son amour sincère pour elle,
Il regrettait d'avoir échoué à en faire un être parfait, et espérait qu'elle mette fin à ses souffrances en le condamnant. En retrouvant ses souvenirs, Rose-Montis, animé par la vengeance, massacra brutalement les soldats grâce à ses arts psychiques, jusqu'à que Ifrit la gamme, lui rappelant qu'elle n'était pas seule. Plus tard, Rose-Montis choisit de faire face à son passé, seul. Lorsque le docteur et Mulsis arrivèrent enfin au Hammer, il vit une réplique du jardin écologique de Mulsis, et à leur plus grande consternation, le laboratoire est en fait alimenté par un sarcophage, similaire à celui qui avait abrité Docteur. Soudain, Mulsis se sépara du Docteur en le faisant jaillir du laboratoire grâce à sa magie aquatique, et leur fit ses adieux avec amertume et se lança en son voyage pour suivre le voyage de Kristen dans le cadre de son objectif de recherche d'habitats non pollués pour ses tribus elfiques. Alors que le Hammer est sur le point d'être lancé, Calcite emmène le Docteur loin du grondement à travers Monster et le conduit vers leur site nouvellement découvert. Le 22 novembre 1099, le ciel nocturne de Trimonde fut spectaculairement illuminé par la combustion de l'Arc 01. Face à cette menace, le département de la Défense et le gouvernement fédéral furent contraints de former une alliance précaire pour neutraliser la station détournée. Les avions militaires lancèrent un barrage continu de missiles sur l'Arc 01, mais elle continua inexorablement à s'élever. Sur Terra, les soldats tentèrent de couper son approvisionnement en énergie en sabotant le puits énergétique. Mais à leur stupeur, non seulement la station poursuivit son ascension, mais ses réserves énergétiques dépassèrent largement les valeurs prévues. Lorsqu'elle atteignit une altitude de 5000 mètres, elle se stabilisa et commença à recharger son énergie directement depuis le sol. Estimant qu'il n'y a pas d'autre option, des soldats intrépides prirent le risque de s'infiltrer dans la station en effectuant un dangereux vol à haute altitude. Saria et Ferdinand décidèrent également de monter à bord. Une fois arrivés, ils furent abasourdis par la technologie avancée de l'Arc 01, dépassant tout ce que la civilisation terrestre avait jamais conçu. Ils découvrirent alors que le projet Horizon Arc n'était qu'une façade destinée à tromper le DoD. Kristen avait pour objectif bien plus ambitieux: franchir le faux ciel, également appelé Starpod par les poètes, qui isolait la planète à une altitude de 6152 mètres. Traverser le Starpod nécessite une énergie colossale, suffisante pour alimenter toutes les villes nomades de Terra. Et l'Arc 01 avait été conçu spécifiquement pour contenir cette énergie grâce à l'expertise extraordinaire de Loken Williams. Cependant, ce projet était irréversible. S'il réussissait, il n'existait aucun moyen de revenir sur Terra. Face à cette révélation, Saria se précipita pour tenter d'empêcher Kristen de mener à bien ce qu'elle considérait comme un suicide. Car si elle réussit à traverser le faux ciel, il n'y aurait pas de retour en arrière possible. Ferdinand, quant à lui, resta en arrière pour contempler l'audacieuse entreprise de Kristen, tout en retardant Blake et les soldats qui avançaient sur la station. Après avoir convaincu Jara de se retirer, Silence poursuivit ses recherches de transmetteurs cachés dans le puits, en majuscule, tout en majuscule. Elle finit par atteindre un laboratoire où elle découvrit Parvis en train d'expérimenter sur ses transmetteurs. Tout en se fusionnant progressivement avec eux, Parvis avait utilisé le hub de transmetteur comme ancrage pour guider avec précision l'Arc 01 vers la zone la plus vulnérable du Starpod. Cependant, son ambition allait au-delà du simple succès du projet Horizon Arc. Il souhaitait utiliser les transmetteurs pour réaliser son ultime expérience chimérique, visant à fusionner les consciences de tous les êtres vivants en une seule entité collective, à l'image de la conscience du sarcasme Nefesh. Voyant le danger, Silence détruit de force le hub, mais Parvis, déjà en partie transformé en transmetteur, pour compenser les dégâts. Celui-ci subit les effets de cette fusion. Son système nerveux, gravement altéré, le plongea dans l'inconscience, marquant son sacrifice ultime au nom de la science. Bouleversé, Silence éclate en sanglots, se blâmant de ne pas avoir su arrêter son mentor avant qu'il ne dépasse le point de non-retour. Ifrit, qui avait croisé son chemin par hasard dans le laboratoire, interrompit ses lamentations, en lui reprochant de porter seul le poids de son passé. Ses paroles fermes mais réconfortantes
réveillèrent Silence, qui trouva la force de se ressaisir. Elle remercie Ifrit pour son soutien et ensemble, elles s'échappèrent de la structure qui commençait à s'effondrer sous l'effet des destructions qu'elles avaient causées. Du docteur et Calcite, ensemble, ils se dirigeaient vers une ancienne ruine souterraine sous Trimante que Calcite croyait être la source du projet de Kristen. Alors qu'il subissait le harcèlement de Hololeak, le mort-vivant Tillman s'est finalement présenté pour avoir une confrontation avec elle. Docteur et Calcite en profitent pour continuer leur voyage vers les ruines. Dans les ruines, le docteur fit une découverte stupéfiante. De nombreux sarcophages semblables à celui dans lequel il avait été réveillé à Chernobog. À l'intérieur de chaque sarcophage se trouvait un être humain, lui ressemblant étrangement. Cette vision le plongea dans la perplexité. Leur présence réveilla alors le dieu des ruines, Trevor Friston, le conservateur. Ce dernier est une intelligence artificielle humanoïde issue d'une civilisation ancienne, était à l'agonie après avoir veillé seul pendant des millénaires. Son unique espoir résidait dans le réveil de ceux enfermés dans les sarcophages, afin qu'ils puissent rebâtir leur civilisation. Cependant, son isolement prolongé l'avait plongé dans ce profond désespoir. Conscient qu'il ne se réveillerait jamais, Trevor choisit de se sacrifier en transmettant à Kristen autant de connaissances que possible avant de s'éteindre. Ces révélations incluaient des détails sur les sarcophages eux-mêmes, qui furent transformés en une salle de stase pour l'Arc 01. Ces sarcophages devinrent ainsi une source d'énergie alternative exploitant une technologie dépassant les connaissances traditionnelles des Ars Originium. Cela permit à l'Arc 01 de générer des lasers capables de percer le Starpod tout en dupant l'armée de l'Union, l'empêchant de couper son alimentation énergétique. Bien que surpris de la présence du docteur, Trevor Friston resta focalisé sur une question essentielle. Calcite et le docteur amnésique possédaient-ils la volonté et la capacité de porter le fardeau laissé par leurs prédécesseurs ? Pour évaluer cela, Friston les soumit à des tests en utilisant des démonstrations holographiques. Le docteur eut ainsi l'occasion de revivre des moments clés de son passé, notamment en rencontrant une projection de Priestess et en revivant la crise de Chernobog. Malgré les dilemmes et le chaos, il resta résolu. Pendant ce temps, Calcite fut confronté à son rôle éternel, protéger Terra et ses habitants de l'autodestruction. Bien que sa mission ait souvent été solitaire, Friston suggéra qu'elle devait pouvoir déléguer cette responsabilité à son fidèle allié, pour enfin atteindre leur objectif commun. À la fin du test, Friston exprima son souhait que Calcite efface ses souvenirs millénaires, lui offrant ainsi la possibilité de renaître et de vivre une nouvelle vie sur Terra. Avant son départ, il confie au docteur des informations cruciales concernant l'Originium. Selon lui, l'Originium était lié à Priestess et à ce qu'elle appela son début fou. Initialement conçu comme une essence pour apporter des bénédictions à Terra, l'Originium avait rapidement échappé à son objectif. Bien que Friston ne dévoilât pas tous les secrets de cette manière, il encouragea le docteur et Calcite à chercher la vérité à l'avenir, leur souhaitant bonne chance avant de disparaître. Saria atteignit finalement la Galeria Stellaria, le cœur de l'Arc 01. Malgré les défis posés par l'environnement en apesanteur, sous un ciel étoilé artificiel reclé dans le hall, elle se retrouva face à Kristen pour une confrontation décisive. Kristen, utilisant le système de perturbation qui imite les orbites des étoiles, démontra ses capacités redoutables, rivalisant même avec les arts de calcification de Saria. Malgré cela, Saria cherchait à sauver Kristen, convaincue que son suicide ne ferait qu'aggraver la situation sur Terra. Pour Kristen, cependant, l'humanité n'avait plus de temps à perdre et devait dépasser ses limites actuelles pour survivre. Alors que Saria tentait de la raisonner et de la ramener sur Terre, Kristen la prit par surprise en activant un piège. Elle fit disparaître la sortie de secours, la laissant dans une situation périlleuse. Une fois les perturbations dissipées et l'énergie de l'Arc 01 pleinement chargée, un puissant rayon laser fut tiré, perçant le faux ciel. Cette action provoqua des ondes spectaculaires, rappelant les aurores boréales, qui se dirigeaient dans le ciel de Terra, offrant un spectacle miraculeux à tous ceux qui levèrent les yeux. Plus qu'un simple phénomène visuel, cet acte révéla la véritable nature du ciel, caché depuis des millénaires pour la première fois depuis l'Antiquité.
une nuit étoilée, complète, devint observable. Remplie de constellations oubliées, mais ce fut l'apparition des lunes jumelles de Terra, qui marquent les esprits. L'une, naturelle et majestueuse, et l'autre ressemblant à un satellite artificiel, semblant scruter la vie terrestre. Ce moment fut un tournant dans l'histoire de Terra. Une révélation à la fois scientifique et existentielle. L'événement, bien connu sous le nom Dark Tremont, fut gravé dans les archives des générations futures, à la fois comme triomphe de la science et un jalon d'émerveillement pour l'humanité. Après avoir accompli sa mission principale, la Galeria Stellaria se détacha de l'Arc 01, amorçant sa seconde étape, un voyage solitaire et sans fin dans l'espace, emportant Kristen avec elle. Malgré la promesse de Kristen, Mulzis fut séparé de la Galeria, abandonné au bord de l'orbite. Alors que l'Arc 01 se désintégrait peu à peu, Mulzis mit à profit sa maîtrise de la magie aquatique pour amortir la chute de plusieurs membres du personnel tombant du vaisseau en désagrément. Saria, quant à elle, survécut à sa chute depuis une altitude vertigineuse en utilisant son bouclier de calcium comme protection. Rejoignant en silence au sol, les dieux scientifiques restèrent figés, contemplant le ciel nocturne désormais illuminé d'étoiles et marqué par l'empreinte indéniable de l'arc Tremont. Ce paysage à la fois magnifique et contre nature, entre guillemets, suscita en elle un mélange d'émerveillement et de questionnements profonds sur l'avenir de Terra et son lien avec les vérités oubliées. Après le départ du docteur de la salle de stase, Oloiak s'introduisit discrètement dans les ruines, cherchant sa propre vérité après avoir échappé à Mylender. Fascinée par le préservateur mourant qu'elle vénérait comme un dieu, elle espérait accéder à sa connaissance omnipotente. Cependant, la vérité qu'elle découvrit dépassa tout ce qu'elle pouvait imaginer. Grâce à son bâton, la conscience de Freestone survécut au processus de suppression. Mais, de manière inattendue, Oloiak remit cette précieuse conscience à Calcite plutôt qu'à Tinman ou Mylender. Malgré les tensions, Mylender reçut l'ordre du président de Columbia de ne pas intervenir davantage et de se retirer discrètement. À l'insu de Calcite, leur action était surveillée de loin par Mark Max, la super intelligence artificielle qui contrôle Columbia dans l'ombre. Mark Max, tout en plaçant de grands espoirs dans Harry, pour ressusciter Freestone son père, se programma supérieur au préservateur, en se qualifiant d'épée et bouclier du terrain. En réponse à cette intrusion, Calcite détruisit les caméras de surveillance, réaffirmant son rejet de cette supervision omniprésente. De retour sur la terre ferme, le docteur quitte temporairement l'équipe et se dirige vers le lieu du crash de l'Arc 01. Là, il trouve une étendue d'eau se formant autour du jardin écologique. Par tristesse, Mulzis décide de mettre fin à ses jours en se déshydratant avec sa magie de l'eau et en se transformant en lac. Une fin digne d'un conte de fées pour l'elfe solitaire. Néanmoins, le docteur risqua sa vie pour la sauver de la mort et lui promit qu'il sera toujours à ses côtés. Rosemontis finit par rencontrer Loken pour le jugement final. Le savant fou espérait qu'elle mettrait un terme à sa vie misérable et accomplirait sa vengeance. Pourtant, Rosemontis s'abstint de le faire, sachant qu'un tel acte lui salirait les mains. Même à ce moment-là, Loken était reconnaissant envers Rosemontis d'être à ses côtés dans ses derniers instants, et Rosemontis déclara qu'elle l'effacerait à jamais de ses souvenirs. Quelques jours après les événements de l'Arc de Tremont, Rhinelab entama une profonde réorganisation. En raison de la disparition de Kristen et de la mort de Parvis et de la retraite officielle de Jara, malgré ces pertes, un avenir prometteur semblait se dessiner pour l'institution. Ferdinand fut pardonné pour ses actes passés et entreprit de partager ses découvertes sur le ciel terrestre avec la communauté scientifique. Saria fut désignée pour succéder à Kristen en tant que nouvelle dirigeante de Rhinelab, avec Silence comme secrétaire. Cette dernière publia un document marquant la déclaration commune d'éthique scientifique de Tremont, un texte visant à établir des standards éthiques pour la recherche scientifique et à prévenir les erreurs et catastrophes du passé. Pendant ce temps, la Galeria, après 5 jours d'errance dans l'espace, approchait de son extinction en raison du manque d'énergie.
Kristen, face à l'inéluctable, se résigna à entrer dans un sarcophage cryogénique, conçu par Loki. Alors qu'elle s'immergeait dans le sommeil sans fin, deux souvenirs marquants revinrent à elle. Celui du jour où elle ramena Saria dans sa ville natale pour planifier leur quête de percer le faux ciel, et celui où elle atteignit enfin l'objectif que ses parents avaient rêvé de voir accompli. Dans ces derniers instants de conscience, Kristen adressa un adieu à Terra et se ferme au vide cosmique, laissant à d'autres générations la tâche de poursuivre son œuvre visionnaire. Bonne nuit, Kristen White. Puissons-nous revoir dans le vide sans fin.